Martine Vonner, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir aujourd'hui pour le magazine Nexus. Alors nous sommes le 20 janvier 2021, nous sommes à l'Assemblée nationale. Vous êtes psychiatre et député du Bas-Rhin depuis 2017, aujourd'hui au sein du groupe Territoire et Liberté qui rassemble plusieurs députés du centre-gauche et du centre-droit. Vous étiez anciennement député sous l'étiquette de La République En Marche et vous avez été exclu le 6 mai 2020 suite à votre vote contre le plan de déconfinement. Couvre-feu dorénavant à 18h, menace d'un futur reconfinement, pas de réouverture des restaurants et des lieux culturels, infantilisation des Français, et j'en passe. Que pensez-vous de la gestion sanitaire par le gouvernement ? Bonjour, en effet, je suis très heureuse de vous accueillir ici dans les murs et dans la salle de réunion habituelle de mon groupe politique Liberté Territoire. Alors, depuis le début de la crise, très clairement, donc mars 2020, je critique, au sens noble du terme, la gestion de cette crise par le gouvernement. Donc, à l'époque, c'était le Premier ministre Édouard Philippe et maintenant Jean Castex. Pourquoi je critique cette crise ? Parce que nous sommes face, et souvenons-nous du premier discours du président, il avait employé des mots très forts, des mots du registre militaire. Nous sommes en guerre face à une pandémie mondiale. Et ce qui, tout de suite, m'a paru extrêmement étrange, c'est que quand on est face à une maladie, quelle qu'elle soit, avec, j'allais dire, le degré de gravité, là aussi, quel qu'il soit, on fait confiance aux experts, on fait confiance aux médecins. Et là, on avait à la fois cette annonce de quelque chose hors norme complètement. Et en même temps, on a mis de côté tout de suite les médecins de première ligne. Moi qui suis médecin, psychiatre, alors en effet, je ne suis ni infectiologue, ni immunologiste, ni bactériologiste, mais avec un tout petit peu de sens critique, encore une fois, parce qu'il faut, il me semble, toujours remettre en question ce qui nous est proposé. C'est comme ça qu'on peut avancer, et qu'on peut avancer surtout en tant que parlementaire. J'aime à rappeler toujours le rôle premier d'un parlementaire qui est d'évaluer et de contrôler l'action du gouvernement, puisque c'est comme ça qu'on fait vivre une démocratie. Et les parlementaires des deux chambres, donc à l'Assemblée nationale ou au Sénat, doivent en permanence avoir ce fil conducteur qui est l'évaluation de ce que peut faire un exécutif. Et très rapidement, on s'est retrouvés plusieurs médecins à échanger et à se dire il faut qu'on propose autre chose, parce qu'après tout, à part la ministre, puisqu'à l'époque c'était Agnès Buzyn qui était ministre de la Santé, qui est médecin, dans l'entourage proche, la haute administration, il n'y a pas forcément de bons conseillers médicaux. Donc on s'est dit qu'on allait faire des propositions. Les propositions ont été faites tout de suite, avec un protocole de parcours de soins pour que les personnes qui entendaient dans les médias une litanie permanente qui était restez chez vous au moindre signe, surtout ne sortez pas, prenez du paracétamol, donc l'équivalent du Doliprane, et surtout, voilà, si jamais votre situation de santé s'aggrave, appelez le 15, les urgences, etc. Donc là, véritablement, c'était quelque chose, un scénario avec une proposition, on va dire, de stratégie thérapeutique qui n'avait pas de sens. Donc, on a à ce moment-là, nous sommes 5 médecins à avoir créé le collectif Laissons les médecins prescrire, donc tout de suite fin mars 2020. Et nous avons travaillé d'arrache-pied pour à la fois, encore une fois, faire des propositions de parcours de soins. Donc, même en Alsace, j'avais envoyé un document d'une dizaine de pages à l'Agence régionale de santé pour que, dans un partenariat public-privé sur le territoire de la ville de Strasbourg, les personnes avec des premiers signes cliniques
puisse être vu tout de suite par une maison médicale adossée à une clinique privée, puisse avoir les examens sanguins, les examens complémentaires, électrocardiogramme, puisqu'à l'époque, on entendait beaucoup parler du protocole de l'Institut universitaire de Marseille, donc protocole Raoult, et qu'il fallait éventuellement mettre de côté des problématiques cardiaques, etc. Donc on avait fait ces propositions qui n'ont eu aucun écho. Et à côté de ça, on avait, puisque je suis élue de la région qui malheureusement a été impactée en premier, la région Grand Est, avec les Hauts-de-France et l'Île-de-France, c'était quasiment en même temps. On s'est rendu compte que l'hôpital et les services hospitaliers ne suivaient plus, mais ce qui était complètement normal, puisque les personnes n'étaient pas ni diagnostiquées, ni examinées, ni traitées en amont. Donc forcément, les situations cliniques s'aggravaient. Donc la chaîne de soins était rompue. La chaîne de soins n'était même pas enclenchée, c'est même pas qu'elle était rompue. C'est-à-dire que les personnes passaient directement du domicile, pour certains, aux urgences, voire immédiatement en réanimation. Donc il n'y avait pas cette phase habituelle, j'allais dire, qui évite justement d'aller à l'hôpital. Donc on avait cette suroccupation hospitalière qui est devenue très vite très inquiétante. Pourquoi ? Parce qu'on a laissé de côté bon nombre de personnes âgées. Donc, je rappelle que l'État doit toujours protéger les plus vulnérables. Hein. C'est la même. Enfin, je veux dire, dans notre République française, on a toujours été fiers de ces valeurs de solidarité, de fraternité. La liberté, on y reviendra, parce qu'on est en train de la perdre, notre liberté. Mais là, moi, je me suis rendu compte que dans les EHPAD, les personnes n'étaient plus hospitalisées alors qu'elles étaient malades. Les personnes âgées à domicile, la plupart du temps, j'allais dire, les médecins régulateurs, notamment des SAMU, devaient prendre des décisions absolument terribles, sachant que les hôpitaux et les capacités hospitalières étaient déjà saturées, ne pouvaient pas envoyer des équipes, mais les personnes âgées restaient à domicile. Alors justement, est-ce que vous avez constaté à cette période-là, puisque c'était le tout début de l'épidémie, on était dans le flou dans ce pays, les fédérations des hôpitaux et cliniques privés de France, qui étaient pratiquement toutes vides, selon le président de cette fédération, demandaient à être réquisitionnés. Ce que vous venez de dire, les hôpitaux étaient saturés, mais pas tous. Est-ce que vous avez demandé à ce qu'il y ait un partenariat public-privé pour votre région? Que vous a répondu à l'ARS? Est-ce qu'il y a eu des hôpitaux privés qui ont essayé de s'investir dans cette épidémie et d'aider et de soulager l'hôpital public? Alors, très clairement, l'Agence régionale de santé Grand Est, et parce que nous sommes sur un territoire un peu particulier dans la logique publique-privée qui ne s'oppose pas. En clair, la plupart des établissements privés, notamment en Alsace, sont des privés confessionnels. Donc, ont le statut qu'on appelait avant participants au service public, PSPH. Maintenant, ce sont des statuts ESPIC, donc des établissements qui participent en effet à l'accueil de tous les publics et ils ont de façon très traditionnelle, et c'est l'histoire qui veut ça, hein, notamment en Alsace et en Moselle, on a le droit local, c'est une exception française, et de ce fait-là, les cliniques privées ont tout de suite été volontaires et ont tout de suite été associées. Et notamment, il y a une grande clinique, je ne vais pas la nommer ce matin, mais une grande clinique à Strasbourg qui a tout de suite mis en place un service qui a accueilli une soixantaine de patients Covid. Et ils ont mis en stand-by toute l'activité chirurgicale pour développer dans les salles de réveil, etc., des lits de soins intensifs pour accueillir des patients qui devaient, qui ne relevaient pas de réanimation, mais qui devaient quand même avoir de l'oxygène, etc. Donc il y a véritablement eu en Alsace un partenariat très fort. L'Agence régionale de santé, elle aussi, a un peu une histoire avec une façon de coordonner par territoire, ce qui n'existait pas encore sur d'autres agences régionales de santé. Et en fait, tout ceci s'est enclenché très vite, mais cela a été totalement insuffisant. Parce qu'encore une fois, on aurait pu éviter, je pense très clairement, au moins 80 à 90%
et je pèse mes mots, des hospitalisations, si les patients avaient pu aller voir leur médecin de façon précoce. Et ce leitmotiv permanent qui était d'ailleurs, qui a terrorisé la population, parce que personne ne comprenait rien. Moi, en tant que députée, et je suis très proche des citoyens et même des élus locaux, je faisais des réunions téléphoniques régulières, hebdomadaires avec les élus locaux de ma circonscription. À ce moment-là, on tâtonnait, mais c'était assez incompréhensible, tous ces messages. Dû aux directives du gouvernement que dû aux directives, bien évidemment, du gouvernement, parce que l'Agence régionale de santé n'avait aucune marge de manœuvre. On sait très bien qu'il manquait des masques, il manquait des protections, etc., que ce soit à l'hôpital ou que ce soit encore plus en libéral. L'Agence régionale de santé, je fais une toute petite aparté sur le licenciement, en tout cas la mise à l'écart très brutale du directeur de l'Agence régionale de santé Grand Est, Christophe Lannelongue. Il a pu nous reparler de tout ça en commission d'enquête Covid, dont je suis membre. Enfin, la commission d'enquête en tant que telle a rendu ses conclusions. Il a très bien expliqué qu'il a été mis à l'écart pour avoir eu un mot malheureux parlant du programme de réduction des lits au centre hospitalier universitaire de Nancy. Ça, c'était quelque chose, voilà, il a, je pense, été un tout petit peu piégé par certains médias, mais parallèlement à ça, et c'est ce qui a un petit peu déclenché, il me semble que ça serait plus juste de dire qu'il a été mis à l'écart parce qu'il a profondément énervé le ministre de la Santé, Olivier Véran, parce qu'il avait pris, on va dire, sous sa responsabilité, le fait de commander des masques chirurgicaux, notamment chinois, etc., pour protéger, parce qu'il avait beau téléphoner une dizaine de fois par jour au ministère de la Santé, personne ne lui répondait. C'est quelque chose qu'on avait déjà à l'époque constaté et de nombreux acteurs médicaux l'avaient témoigné pendant ce premier confinement, donc c'était la stupeur. Le ministère de la Santé en tout cas ne répondait pas aux appels et aux appels de pied de nombreux acteurs médicaux qui essayaient soit d'apporter leur soutien en termes de matériel ou de logistique. Donc, ce que vous nous dites là, c'est que l'initiative personnelle de ce directeur d'ARS n'a pas plu au Et c'était complètement coordonné avec la préfète, c'était coordonné avec les élus départementaux et les élus régionaux. Donc, tout le monde était vraiment dans l'action. Donc, on aurait pu bien faire dans ce pays, en fait. On aurait pu faire très différemment. Et il me semble beaucoup mieux, puisque ce qui a été fait n'est pas du tout à la hauteur de ce que la France aurait dû faire. Est-ce que vous pensez que c'est une incompétence ou une volonté d'avoir agi comme ça de la part de l'exécutif ? Ce que j'ai pu maintenant, avec ce recul, puisque ça fait 1 an qu'on est soumis, et on y reviendra sans doute, notamment à l'état d'urgence sanitaire, c'est que réellement, on aurait pu faire très différemment. Et ce qu'on voit, c'est le poids très lourd, beaucoup trop lourd, de la haute administration en France, et notamment dans le ministère de la Santé. Il y a eu une juxtaposition par la volonté de l'Élysée, il y a une juxtaposition de cellules de crise, de comités Théodule qui se sont mis en place. Il y a le comité scientifique, alors qui, lui, n'est pas du tout indépendant, parce qu'on sait à quel point les membres de ce conseil scientifique sont liés de très très près à l'industrie pharmaceutique. On dépasse très largement les liens d'intérêt. On est, pour certains, malheureusement, face à des conflits d'intérêts. Là aussi, je n'invente rien. C'est des choses. Karine Lacombe qui vient d'avoir la Légion d'honneur. Oui, alors là, je préfère ne pas commenter cette Légion d'honneur parce que je trouve ça assez incroyable. En effet, encore une fois, elle nous a dit elle-même en commission d'enquête
tous les liens qu'elle pouvait avoir avec certains laboratoires, et elle prétend qu'elle fait quand même de la bonne recherche. Et voilà, je ne vais pas pointer particulièrement Karine Lacombe plutôt que d'autres membres du conseil scientifique. L'idée n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas à moi à faire un procès d'intention à qui que ce soit. Mais ça vous pose question, en fait, déjà en tant que député? Ah ben bien sûr, ça questionne, parce qu'à partir du moment où on voit des liens très forts avec des lobbies, quels qu'ils soient, on pourrait parler d'autres champs, que ce soit le glyphosate, les néonicotinoïdes, voilà, il y a d'autres, et toujours en rapport avec la santé, parce qu'en tant que médecin, c'est quand même des choses et membre de la commission des affaires sociales, donc c'est des choses que nous traitons, et c'est très important. À partir du moment où il y a un poids des lobbies, nous n'avons plus l'indépendance, et là on a bien vu que le ministre Olivier Véran, il s'est pris les pieds dans le tapis quand même très régulièrement. Il a surtout réagi, et c'est peut-être là aussi des choses qu'on devrait pointer du doigt, trop souvent de façon très émotionnellement, enfin en tout cas de façon très émotionnelle. Et on l'a vu par rapport à l'étude du Lancet qui mettait de côté complètement l'hydroxychloroquine en disant que l'hydroxychloroquine tuait. Mais quand on réfléchit un tout petit peu, cette molécule connue depuis plus de 50 ans, qu'on pouvait jusqu'en octobre-novembre 2019 aller chercher, ou même janvier 2020, aller chercher sans ordonnance dans une pharmacie, brutalement, cette molécule devrait tuer. On s'est rendu compte que oui, le Covid entraînait, mais c'était des signes de l'infection virale, entraînait des problématiques de coagulation, et donc rapidement, on a les médecins de terrain qui sont excellents en France, vraiment excellents. Je pense qu'on a une médecine et des professionnels de santé tout à fait exemplaires. Mais eux-mêmes, quand ils sont face à un afflux de patients, ils ont tâtonné au début, même en réanimation. Il y a eu malheureusement des personnes qui ont perdu la vie parce qu'on n'avait pas en tête les protocoles les plus adaptés, notamment par rapport à l'intubation, à l'oxygénothérapie, la mise sous anticoagulants. Aujourd'hui, on accompagne sur le plan thérapeutique à l'hôpital beaucoup mieux les patients. Et pour certains membres médecins des différents collectifs, le collectif Laissons les médecins prescrire, ou d'autres collectifs, ceux qui sont associés depuis d'ailleurs très longtemps, bien avant cette crise, et qui prônent une médecine bienveillante, ou Réinfo Covid, tous ces médecins proposent un accompagnement thérapeutique tout à fait différent, en phase très précoce, qui évite la dégradation de la santé des individus. Donc, j'en revenais à votre question. Je pense que, et malheureusement, on sait que quelle que soit la situation, l'administration sert avant tout ses propres intérêts. Donc, dans un emballement tel qu'on a connu au premier trimestre 2020, il n'y a pas eu cette place, ou en tout cas la volonté, d'entendre qu'on pouvait faire différemment. Et donc là, c'est la première erreur qu'a commise le gouvernement. Voilà. L'impression d'un exécutif sous cloche qui s'auto-entretient, une structure très très pyramidale. Justement, aujourd'hui, c'est une date assez symbolique, puisque ce vote aujourd'hui prévu pour le prolongement de l'état d'urgence sanitaire, apparemment jusqu'au 31 décembre 2021. Qu'est-ce que ça signifie selon vous ? Ça signifie qu'on va continuer à priver les Françaises et les Français de leur liberté fondamentale. C'est-à-dire que l'exécutif va continuer à se passer complètement des parlementaires, des deux chambres, des députés, des sénateurs, pour prendre des décisions que eux jugent en adéquation avec cette crise sanitaire, que aujourd'hui, devant vous, je répète que tout ce qui a été fait depuis le premier confinement strict généralisé était tout à fait
en dehors de la loi, n'était pas légal, puisque le premier état d'urgence sanitaire a été voté le 23 mars, donc une semaine après le premier jour de confinement qui était le 17 mars 2020. Et nous avons, dans notre, j'allais dire, on a, et ça je me souviens d'une promesse du candidat Macron disant qu'on allait simplifier les lois en France. On avait dans le code de santé publique tout l'arsenal juridique nécessaire et suffisant pour accompagner, j'allais dire, une épidémie telle qu'on la connaît, sans prendre des mesures privatives de liberté. Or, l'exécutif a fait ce choix et prend ce chemin très différent, et on se rend compte que ce qui entraîne une déstabilisation totale du monde économique aujourd'hui en France, c'est-à-dire que même les petits entrepreneurs, et moi je suis très en lien dans ma circonscription avec des chefs d'entreprise, avec des restaurateurs, avec des gens qui ont des bars, avec le monde du spectacle, toutes ces personnes sont en train de mourir sur le plan économique. On va entraîner une mort économique et sociale. Donc est-ce que, et c'est pour ça que je remets en cause cette stratégie de privation et d'enfermement, parce que quand vous avez soit un confinement strict, soit des couvre-feux à 20h, à 18h, avec des impossibilités de circuler, il faut se faire on sait maintenant, puisque ça a été cassé en Conseil d'État, on sait maintenant que le justificatif de l'autorisation de sortie n'est même pas obligatoire, et qu'il suffit d'avoir, j'allais dire, n'importe quel papier. N'importe quel, si vous avez été chercher un médicament en pharmacie, le ticket de la pharmacie suffit. Mais tout cela, c'est parce que aussi des juristes, des avocats accompagnent notre collectif et d'autres collectifs pour, j'allais dire, faire des recours qui sont aujourd'hui devenus totalement indispensables. On pense notamment à Réaction 19. Mais Réaction 19, et notamment maître Carlo Alberto Brusa, avec qui je travaille quasi quotidiennement. Je ne suis pas juriste. J'ai dans mon équipe de collaborateurs j'allais dire des personnes, et notamment un publiciste qui fait une thèse de droit public, et c'est fondamental parce qu'ils ont besoin, enfin j'ai besoin d'être éclairé en tant que médecin parlementaire, d'être éclairé vraiment de toutes les composantes du droit. Et en travaillant avec Réaction 19 et toutes les actions qui sont menées pour protéger les Français, parce qu'on rentre petit à petit dans un état qui ne ressemble plus à une démocratie. C'est vrai que c'est des mots, ce qu'on est en train de se dire, c'est très fort, mais comment désigner un État qui impose de cette façon une privation des droits fondamentaux aux Français? Cette liberté de circulation, cette liberté d'entreprendre, cette liberté pour les jeunes de pouvoir accéder à l'enseignement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les universités sont fermées. Les universités rouvrent de façon extrêmement partielle pour les travaux dirigés, des demi, des tiers de jauge, etc. Mais c'est un non-sens. Les jeunes étudiants ne sont considérés que comme des vecteurs du virus. Non, les étudiants, les jeunes adultes, cette génération des 20-30 ans, c'est l'avenir de la France. C'est vraiment l'avenir de la France. Donc comment... En clair, on ne s'est jamais posé la question à l'échelle de notre pays de cette évaluation sanitaire, économique et sociale pour remettre en cause de façon ce que le gouvernement fait sans avoir interrogé les Français, en privilégiant la santé des personnes âgées, et je suis très respectueuse des seniors, et il aurait fallu, et là aussi, on voit très bien que quand les personnes âgées, on leur propose un traitement précoce, ou qu'on leur propose même de la prévention par la vitamine D, on sait très bien que ça fonctionne. Donc là, on sacrifie véritablement la jeunesse, qu'elle soit
en études, qu'elles soient en fin d'études, essayant de trouver un premier emploi, aujourd'hui c'est impossible. Ceux qui ont validé des diplômes de Master 2, etc., l'été dernier, n'arrivent pas à rentrer dans le milieu professionnel. Il y a toutes les personnes qui vont être orientés, malheureusement, vont être licenciés et vont aller sur... On sait qu'on va augmenter le nombre de chômeurs en France, ça va être absolument catastrophique, et on va aller vers une grande pauvreté pour une partie de la population française. On est déjà aujourd'hui à plus de 10 millions de personnes pauvres en France, ça va augmenter, ça va s'accentuer, mais jusqu'où? Et jusqu'où peut-on admettre cela? Il y a des choix à l'échelle de notre pays qui doivent véritablement aujourd'hui être reposés sur la table et les Français devraient pouvoir s'exprimer sur ces choix. Justement, sur ce vote du jour, du 20 janvier 2021, donc sur le prolongement de l'état d'urgence sanitaire, bon, c'est presque pas un scoop, mais il va sûrement être voté, vu l'état actuel de la majorité. Est-ce que vous pensez que c'est un danger pour la démocratie? Est-ce que ça veut dire que le Parlement n'a plus de rôle? Est-ce que ça veut dire que l'exécutif a pris le pouvoir total sur ce pays? Le vote, en effet, malheureusement, pas de surprise, comme à chaque fois qu'on nous a demandé, parce que l'exécutif interroge les parlementaires uniquement sur cette prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Cette prolongation va être votée de façon très certaine. Nous sommes très peu de députés à chaque fois à voter contre. Combien? Quelques députés, une dizaine, même pas, hein, vraiment une poignée de députés. Certains de mon groupe Liberté Territoire, et je les en remercie, mais c'est à force de discuter aussi qu'ils commencent à se questionner de la même façon que moi. Certains députés des oppositions, qu'elles soient des oppositions de droite ou de gauche, peuvent être amenés à remettre en cause cet état d'urgence, mais uniquement par rapport aux échéances électorales. C'est-à-dire que, alors c'est important, hein, parce que pour faire vivre une démocratie, il faut des élections. Il faut que les citoyens peuvent choisir les personnes et les élire. Pour autant, aujourd'hui, on voit à quel point les citoyens français s'interrogent et j'allais dire le taux d'abstention est très très fort dans notre pays malheureusement, et par rapport à ce qu'il se passe aujourd'hui, je ne suis pas sûre que même aux prochaines élections cantonales et régionales, beaucoup de Français se déplacent. Et cet état d'urgence sanitaire, en tout cas celui qui court aujourd'hui, à l'heure où on se parle, a déjà repoussé les échéances électorales, mais jusqu'où l'exécutif va aller? C'est-à-dire qu'il y a ces échéances de juin qui vont peut-être encore être repoussées, et on va arriver très vite au présidentiel. Comment enclencher une véritable campagne présidentielle digne de ce nom si vous ne pouvez pas vous réunir, si vous ne pouvez pas démarcher des élus locaux pour avoir des signatures, si vous ne pouvez pas faire, j'allais dire, des réunions avec les citoyens pour avoir des véritables débats démocratiques? Donc oui, la démocratie est terriblement en danger, puisque il y a un effritement. Et en discutant là aussi avec l'Institut des droits de l'homme du barreau de Paris, avec certains constitutionnalistes, on sent que toutes ces libertés qui sont perdues petit à petit, on n'est pas prêt de les retrouver. Donc il va falloir en effet que cette stratégie cesse. Il va falloir redonner véritablement la légitimité aux parlementaires. Nous sommes aujourd'hui ici à l'Assemblée nationale qui dysfonctionne, elle aussi, très clairement. Je dis que la démocratie est bâillonnée parce que nous fonctionnons en permanence et dans l'hémicycle et dans les commissions en demi-jauge. Ça veut dire que tous les parlementaires ne peuvent pas être présents pour débattre. Certains de nos amendements ne peuvent pas être défendus. Donc c'est extrêmement dangereux
pour la démocratie. Et quand on vote l'état d'urgence, on donne les clés de la Maison France à l'exécutif, et nous, parlementaires, nous ne pouvons rien faire pour stopper cet emballement. Et dans la pratique, ça veut dire qu'un état d'urgence permet à l'exécutif de faire quoi? De faire tout ce qu'il veut? De prendre toutes les mesures et les dispositions telles qu'on peut les voir, de fermeture, de couvre-feu, d'empêchement de se déplacer, d'empêchement de manifester, puisqu'aujourd'hui, aller défendre une idée dans la rue, c'est quasiment impossible. Il faut demander des autorisations préfectorales, ça dont acte. Mais après, les mesures sont telles, et on a vu, notamment pour la liberté de la presse, avec ce fameux article 24 de la loi sécurité globale, comment ces manifestations extrêmement pacifiques ont totalement dégénéré. Et cette chasse aussi dans les différents médias par rapport au fait qu'en dehors des médias mainstream et d'une doxa ou d'une parole unique, la liberté de la presse, elle aussi, est particulièrement en danger aujourd'hui. Justement, Emmanuel Macron veut faire maintenant la chasse aux complotistes. Donc on voit qu'il y a une chasse à toute critique du gouvernement ou toute critique des politiques officielles, à cette fameuse doxa, donc cachée sous cette étiquette de complotisme qui arrange si bien. C'est un acronyme. Alors j'ai un peu regardé parce que je trouvais d'abord ce mot est totalement inadapté, parce que quelqu'un qui prépare un complot aujourd'hui est en faute par rapport à la loi. C'est gravissime, ça relève du pénal. Donc est-ce que interroger la stratégie gouvernementale relève du pénal? Non, il me semble qu'au contraire, ça relève d'une démocratie qui serait en bonne santé. C'était un mot qui avait été inventé par la CIA il y a quelques années pour justement stigmatiser complètement des opposants au pouvoir. Maintenant, beaucoup se nomment questionnistes pour essayer de prendre le contre-pied de ce fameux mot. Bon, ça rajoute toujours une étiquette, mais c'est vrai que le fait de se questionner aujourd'hui devient suspect. Et l'attitude même du questionnement des vérités officielles et puis des politiques gouvernementales n'est pas du tout représentée dans les médias officiels, ni même sur le banc de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous confirmez aujourd'hui que vous êtes un petit peu l'exception au sein de l'hémicycle en termes de remise en cause de cette politique? En fait, je crois que du fait de ma spécialité médicale, je suis à l'interface complète d'une compréhension à la fois sanitaire et étant légitime à remettre en question ce qui a été fait et les décisions qui ont été prises sur le plan sanitaire, mais aussi de fait de ma position de parlementaire, de mes fonctions d'élu, en capacité et même en devoir, en effet, de remettre en cause ce qui est aujourd'hui, encore une fois, proposé aux Français en matière de privation de liberté. Les autres parlementaires n'osent pas aller sur le champ des décisions de stratégie thérapeutique. Donc, certains se questionnent, et notamment la France insoumise par rapport aux privations de liberté, par rapport à la situation notamment absolument dramatique des étudiants. Et encore hier, j'interrogeais pendant ce moment de questions au gouvernement la ministre Frédérique Vidal par rapport aux situations dramatiques des étudiants qui sont en souffrance psychique, qui se suicident ou qui attendent à leur jour. C'est absolument, et je peux vous dire que les chiffres aujourd'hui des tentatives de suicide en France sont en train d'exploser. Justement, ce qui vous a mobilisé, petite parenthèse, vous avez demandé la réouverture complète des universités. Complètement. J'exige la réouverture des universités. On continue à dire qu'il ne faut pas ouvrir ces lieux parce qu'il y aurait des variants
du virus et que la contamination serait multipliée par, on avance des chiffres, hein, je ne sais pas, je ne veux pas répéter des chiffres qui seraient faux. Je crois qu'on les avait vus par 70. Oui, peut-être. Parfois, alors je laisse ceux on nage qui... dans la confusion. On nage de toute façon, depuis le début, dans la confusion. Les chiffres avancés, quand on les décortique, sont souvent justes, mais on ne précise jamais de quoi on parle réellement. On a commencé à parler des morts de la Covid en France. Et souvenons-nous, professeur Salomon, qui tous les soirs venait faire le décompte à 19h, à une heure de grande écoute. En plus, les gens étaient confinés, donc ils étaient devant leur télévision. Le décompte des morts, du jamais vu. J'ai aussi des diplômes, j'ai fait des diplômes universitaires d'économie en santé et de santé publique. On a toujours eu, pour définir une épidémie, un chiffre qui était de 150 personnes malades, contaminées, sur 100 000. Brutalement, avec la Covid, on a considéré le fait que c'était une pandémie absolument incroyable à partir du moment où on avait 50 personnes malades sur 100 000. Pourquoi avoir divisé par 3 ce chiffre utilisé depuis des années et des années, 30 ans. On a toujours considéré qu'il fallait 150, et les médecins sentinelles en France, donc les médecins généralistes, qui font remonter aux instances ministérielles, à Santé publique France, ces chiffres de contamination chaque année pour la grippe ou pour d'autres maladies à déclaration obligatoire, ça a toujours été un chiffre. Donc, pourquoi, là, les normes avaient changé? Ensuite, quand on parle encore maintenant, de 10 000, 15 000 cas positifs, on parle de tests PCR positifs. On ne parle pas de personnes malades. On aurait des difficultés à en parler puisque les personnes malades ne vont pas chez leur médecin. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous avez, ce que je ne vous souhaite pas, demain de la température, vous vous déclarez sur le site Amélie de la Caisse primaire d'assurance maladie sur un logiciel tout à fait particulier qui va vous permettre d'aller faire un test PCR tout à fait gratuit. Maintenant, on a des tests antigéniques avec des résultats assez rapides, donc tout cela est assez rapide. D'ailleurs, assez peu fiable. Très peu fiable, on y reviendra, très peu fiable. Ensuite, vous avez un test positif, donc vous avez le droit de vous auto-prescrire un arrêt de travail. C'est du jamais vu. J'ai été, il y a très longtemps, dans mes toutes jeunes années, médecin conseil de la sécurité sociale. Un des rôles des médecins conseils était de contrôler les arrêts de travail. Ça a toujours été une prescription médicale. Donc là, on a des individus qui ont des signes cliniques, qui restent chez eux de façon tout à fait légale, mais qui n'ont pas vu de médecin. Donc, encore une fois, c'est quand même le médecin traitant qui connaît l'état de santé global, qui peut évaluer aussi l'état de santé psychique, qui connaît les médicaments que prend son patient, etc., qui sait s'il va falloir, si le patient est à risque de décompensation plus rapide que quelqu'un d'autre, et qui pourrait mettre en place un traitement. Donc, ce qu'on ne savait pas, peut-être, on va dire, légitimement, en février-mars 2020, parce que c'était nouveau, aujourd'hui, 1 an plus tard, on continue la même stratégie. Il faut arrêter ça. Il faut véritablement arrêter ça. Ça devient urgent. Vos collègues s'en rendent compte ou pas du tout? Non. On a l'impression d'être dans, comme vous disiez, quelques semaines après le début du premier confinement, comme si on était encore dans ce flou, sans recul, sans compréhension. Tout à fait, avec 2 arguments qui sont, quand ils s'adressent à moi, mais tu ne te rends pas compte à quel point cette maladie, ce virus, a tué. Donc on a peur de cette mort, peut-être une peur légitime, mais quand on regarde un tout petit peu avec attention, encore une fois, les chiffres des décès, on peut comparer avec d'autres années. 2017, on pourrait comparer avec l'année de la canicule,
au fond, et face à une démographie qui a augmenté encore en France, face à cette tranche des baby-boomers, on sait très bien qu'il y a plus de personnes âgées aussi aujourd'hui en France, donc toute proportion gardée, et si on raisonne un tout petit peu, il y a certes une légère surmortalité, mais elle n'est pas du tout disproportionnée telle qu'on voudrait nous le faire croire. Et donc quand on met de côté un tout petit peu cette peur qui est toujours très mauvaise conseillère, quand on met de côté cette peur et qu'on se dit, on parlait là également des outils qui ont été utilisés, et j'aimerais aussi remettre en cause ce choix qui a été fait d'utiliser le test PCR, qui, alors la personne qui l'avait inventé est décédée, donc, mais quand on regarde la façon dont il avait défendu cet outil, ça n'a jamais été un outil diagnostique. Bien sûr, il avait d'ailleurs déconseillé d'utiliser en population générale asymptomatique. Tout à fait, c'est un outil qui a été utilisé en recherche, etc. Et en plus, les normes d'utilisation, je ne vais pas rentrer dans des choses trop techniques, mais on sait qu'on peut amplifier l'utilisation des cycles, selon les pays, selon les laboratoires, même en France, vous n'aurez pas le même nombre de cycles. Ce n'est jamais précisé. Donc, comment interpréter cette positivité des tests? Et ça contribue aussi à la peur, à entretenir la peur en population générale. Donc, quand on me dit, et là j'ai été profondément choquée à 2 reprises, puisque dans le cadre de la Commission des affaires sociales, nous avons auditionné le Premier ministre Jean Castex, et je lui ai parlé clairement. Je lui ai posé la question de pourquoi il ne voulait pas que soit mis en place un traitement précoce. Il a fait mine de regarder et d'interroger ses collaborateurs. Il m'a répondu, en me regardant bien en face, il n'y a aucun traitement précoce. Il n'y a que le vaccin qu'on peut proposer. Et de la même façon, j'ai été particulièrement choquée de la réponse que m'a faite Alain Fischer lors de l'audition, pareil en commission des affaires sociales. Je lui ai reposé la même question en disant « la stratégie vaccinale, c'est une chose, allons-y, pourquoi pas peut-être qu'on pourra y revenir, j'apporterai peut-être un éclairage, mais à côté de cette stratégie vaccinale, nous pouvons accompagner les citoyens français par une prévention efficace, la vitamine D, et on peut aussi proposer à ceux qui seraient en accord avec leur médecin traitant, un traitement. Et là aussi, il m'a répondu de façon extrêmement brutale, il n'y a absolument aucun traitement par rapport à la Covid-19. Seul le vaccin va pouvoir sauver des vies. Oui, on a l'impression qu'on veut nous inscrire dans ce duo assez mortifère, confinement ou vaccination, en oubliant cette fameuse prévention et les traitements aussi de la maladie, parce qu'on oublie qu'on peut traiter une maladie. Effectivement, donc vous avez rappelé la vitamine D. Récemment, de nombreux médecins, de nombreuses institutions ont rappelé l'intérêt de supplémenter en vitamine D la population. D'ailleurs, même l'Académie de médecine, bien sûr, en avril 2020, avait déjà rendu un avis qui disait qu'il fallait absolument prendre de la vitamine D en population générale et que c'était extrêmement protecteur. Et là, on a plusieurs dizaines de revues, enfin, d'articles qui ont été publiés qui démontrent tout l'intérêt de cette prévention. Est-ce que c'est parce qu'ils veulent à tout prix rentrer dans une politique vaccinale généralisée obligatoire, dans laquelle, obligatoire en tout cas, tellement contraignante qu'on obligerait la plupart des gens à se vacciner, puisqu'on avait vu cette fameuse projet de loi de décembre où le Premier ministre voulait subordonner les déplacements à la vaccination. Donc on voit un petit peu l'idéologie et la logique qu'il y a derrière. Est-ce que c'est un changement de société qu'ils veulent drastiquement, c'est-à-dire une société de contrôle, de tracking, de vaccination récurrente, puisque vu que le virus mute, tous les ans ou tous les 6 mois, en fonction des nouveaux variants, il faudra remettre à jour son immunité vaccinale avec ce fameux passeport vaccinal, justement, qui commence à montrer le bout de son nez dans les feuilles de route de l'Union européenne, qui est prévue apparemment pour 2022.
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est une simple lubie? Est-ce que c'est plus profond que ça? Alors, il me semble... Jusqu'où on peut aller dans cette logique vaccinale, selon vous? Alors, plusieurs choses dans ce que vous venez de dire. Il me semble réellement qu'au départ, si on se repositionne début 2020, on est face à des prises de décision inadaptées, qui correspondent à une incompréhension et une très mauvaise analyse de ce qui est en train de se passer, et une addition d'incompétences réelle, une addition d'incompétences. Maintenant, à distance, je continue à questionner, je continue à lire. J'ai presque envie de vous dire, je ne sais pas répondre à toutes vos questions. J'essaye de rester le plus factuel possible, et quand en effet on met bout à bout toutes ces idées parfaitement saugrenues de ce vaccin à outrance, on commence par les populations les plus vulnérables, les plus âgées, donc les plus fragiles, sur lesquelles la fabrication de ce vaccin n'a jamais été testée. Donc il y a eu cette logique d'extension en disant, ben voilà, s'il y a eu quelques effets positifs qui sont affichés pour le vaccin Pfizer à 95% d'efficacité, quand on décortique et qu'on réajuste, on arrive plutôt à une analyse de 30% d'efficacité seulement. Donc là aussi, ça interroge. Et commencer par cette population qui est fragile, qui a des comorbidités, qui a beaucoup de traitements, je trouve ça extrêmement préoccupant et dangereux. Donc là aussi, je me dis, mais est-ce que ce sont toujours les mêmes qui prennent cette décision, qui s'étaient déjà trompés il y a un an et qui continuent à se tromper? Donc ça, c'est pour la stratégie vaccinale. Quand on... et d'autant, peut-être je vais faire aussi repréciser, j'ai toujours été, et je suis toujours, pro-vaccin. J'ai soutenu Agnès Buzyn, alors certains me le reprochent aujourd'hui, d'avoir soutenu les 11 vaccins obligatoires, mais c'était dans un registre de vaccins à virus atténué, donc de vaccins dont on connaissait le mode d'action. Aujourd'hui, on aurait ce type de vaccin à nous proposer face à la Covid, ce qu'ont fait les Chinois, c'est un vaccin à virus atténué. On n'accède pas au vaccin chinois en France. J'ai posé la question aux instances en disant pourquoi. Je n'ai pas eu de réponse. Donc on a ces deux vaccins qui nous sont proposés. Donc, vaccin ARN. Pfizer, Moderna et M. Fischer attend avec impatience en février le vaccin AstraZeneca, qui sont des vaccins à ARN messager, qui sont aujourd'hui beaucoup plus proches d'une thérapie, d'une forme de thérapie. Ça touche l'ARN, donc une thérapie génique, pour laquelle nous n'avons aucun recul. Ces outils, et c'est la prix Nobel Emmanuel Charpentier qui a mis en place les ciseaux, les fameux ciseaux CRISPR-Cas9, pour donc les outils, les ciseaux pour découper juste là où il faut, entre deux protéines, etc. Mais ce n'était pas dans un but de vaccination du tout, c'était véritablement dans un but de thérapie génique, ce qui est parfaitement louable quand on a des maladies orphelines, des choses qui touchent le génome et qu'on est en capacité aujourd'hui de réparer. Mais ce recul sur une population en masse d'utilisation de cet outil, véritablement, ça interroge, ça interroge. On a malheureusement là, à l'échelle mondiale, parce que des pays ont beaucoup plus d'avance que nous par rapport à la vaccination, on a aujourd'hui des personnes dont on sait, alors il y a des enquêtes en cours, qui sont décédées très peu de temps après avoir eu ce vaccin. La Norvège notamment récemment. La Norvège qui a demandé un moratoire sur le vaccin. On
On est devenus des cobayes. des experts chinois qui ont demandé justement que soit temporairement suspendu le vaccin Pfizer parce qu'il y a trop d'effets secondaires. Donc, sommes-nous des cobayes? En tout cas, on est légitime à se poser la question. Et d'autant que cette évaluation, encore une fois, bénéfice-risque de une prévention possible, un traitement précoce possible face à un vaccin dont on ne sait pas quels peuvent être les effets secondaires à moyen et à long terme, et on voit qu'il peut y avoir des effets secondaires à court terme, en tant que médecin, en tant qu'élu de la nation responsable, je ne peux pas soutenir une telle stratégie. C'est d'autant plus bizarre, si on peut dire, que la question d'hydroxychloroquine, il y a un an, un peu moins, avait soulevé tellement de débats sur le principe de précaution, sur les études en double aveugle, randomisation, pour être sûr et certain le plus possible que ce médicament n'engendre pas d'effets secondaires, médicament qui a 50, 60 ans d'existence et de recul. Bien sûr. Aujourd'hui, on a l'impression que cette posture a complètement disparu lorsqu'il s'agit du vaccin. D'ailleurs, comme vous le disiez, on plus parler de thérapie génique que de vaccin. Alors, j'aimerais peut-être préciser, pour pas qu'il y ait de confusion, c'est vrai que l'hydroxychloroquine, connue depuis 50 ans, elle n'était pas utilisée dans une situation virale. Elle est utilisée pour prévenir notamment de complications ou de rechutes devant des maladies de type polyarthrite rhumatoïde, de type lupus, etc. Utilisée avant tout par les dermatologues et les rééducateurs, les médecins rééducateurs, mais, rhumatologues, pardon, et les médecins dermatologues. Mais là, l'Institut universitaire de Marseille a très vite, tout de suite, mis en évidence que ça avait un impact immédiat sur la charge virale. Donc, on avait complètement raison de se baser sur ces résultats et de dire, qui dit diminution totale de la charge virale, dit disparition des symptômes extrêmement rapidement et une solution thérapeutique. Et ça n'a pas été... Entendu. On avait demandé, encore une fois, notre collectif, une étude à grande échelle, et les soignants, on avait au départ beaucoup de soignants qui étaient malades, les soignants étaient d'accord de se surveiller la saturation en oxygène, etc. Et tout cela n'a pas été autorisé en France. Et là, en effet, ce vaccin fabriqué de façon extrêmement rapide, moins d'un an, alors que d'habitude, même pour des vaccins classiques, on met plusieurs années. Moins d'un an, il y avait eu, il me semble, ne pas me tromper, en phase 2, un décès. Donc on utilise en phase 2, on teste les médicaments et là le vaccin sur des gens en parfaite santé, il y a eu un décès. Donc, ça aurait dû arrêter totalement et reprendre les études. Et non, ça a accéléré la mise sur le marché. Et aujourd'hui, je vois mes collègues parlementaires qui demandent même que ça aille plus vite. C'est-à-dire qu'ils remettent en cause des problématiques très franco-françaises de logistique, d'une mauvaise organisation, ce qui est réel. Hein. Bien sûr. Mais j'allais dire, pendant ce temps-là, on sauve des vies. C'est ça. C'est ce que je dis. Je suis dans la provocation, je suis navrée, mais j'assume mes propos. Et tant qu'on traîne, plus on va traîner. Et plus... Il y a justement, question s'adresse à la psychiatre que vous êtes. Est-ce qu'il y a une sorte de disruption cognitive, un choc post-traumatique qui a fait qu'on nous a tellement parlé du vaccin comme la clé, la porte de sortie, qu'aujourd'hui, il n'y a même plus de questionnement sanitaire, médical, biologique sur les implications du vaccin. On parle plutôt des aspects logistiques, on est presque dans une discussion de logisticiens, alors que finalement, qu'est-ce qui nous prouve que ce vaccin fonctionne vraiment et qu'est-ce qui nous prouve son innocuité ? C'est là où, justement, je me demande, est-ce que le choc psychologique entretenu par ces revues de presse, du nombre de morts tous les jours pendant le premier confinement, par l'entretien de la peur, de la menace, de futurs prochains reconfinements, qu'est-ce que dit la psychiatre là-dessus ? Est-ce que la plupart des Français sont devenus, j'allais pas dire fous, mais en tout cas déséquilibrés ou complètement laissés de côté leur lucidité ? Les Français ont été fragilisés
le psychisme des Français a été manipulé. Manipulé de façon en masse, une espèce d'hypnose collective basée sur la peur, voire la terreur, basée sur la culpabilisation en permanence. On a les jeunes qui n'ont plus le droit même d'aller boire un verre, etc., parce qu'ils seraient, eux porteurs, et eux contamineraient les personnes âgées, donc eux-mêmes provoqueraient la mort. Donc on a cette terreur, cette culpabilisation, et une instabilité en permanence, c'est-à-dire que ces injonctions contradictoires, masque, pas masque, vous avez le droit de sortir, vous n'avez plus le droit de sortir, vous vous réunissez en laissant les distances, ah là là, vous n'avez plus le droit de vous réunir à plus que 6, et même chez vous, à domicile, vous devez garder le masque. Mais c'est une aberration. C'est complètement de la manipulation. Un traumatisme. Aujourd'hui, certains comparent ça à véritablement des réactions de post-trauma. On n'en est qu'au début. Parce que, et je vois malheureusement dans la population générale une augmentation du recours aux psychotropes. Ça flambe. Alors déjà la France a toujours battu tous les records de somnifères notamment ou d'anxiolytiques. Mais là, la consommation, je suis la référente parlementaire de Santé publique France. Santé publique France nous donne des chiffres, ne m'a toujours pas donné les chiffres que j'ai demandé sur les tentatives de suicide et les suicides, parce qu'ils sont en train d'augmenter. Là, j'ai des retours de terrain de mes confrères psychiatres ou de psychologues qui voient flamber vraiment un recours aux soins. Alors, pour les plus vulnérables, encore une fois, comme les étudiants, je me bats pour que les équipes aillent vers les étudiants qui sont ou seuls chez eux ou en centre universitaire, parce que l'isolement, en plus, la rupture des liens sociaux, parce que c'est cela que certains vivent depuis plus d'1 an, que ça soit en population générale, mais j'ai un œil attentif encore plus aux étudiants, parce que réellement, certains sont tout seuls, coupés de leur famille, coupés même d'une capacité à pouvoir s'alimenter tous les jours, parce que quand vous ne pouvez plus faire un petit job de serveur en restaurant ou de garder des enfants, etc., tout cela aujourd'hui n'existe plus. Vous ne pouvez pas améliorer votre quotidien. Donc véritablement, il y en a qui sont dans une situation de précarité extrême. Donc, peur, terreur, culpabilité, déstabilisation, on a aujourd'hui, et au bout de cette espèce de tunnel, le gouvernement commençait déjà à parler du vaccin dès le début. Dès le début. À nier le fait qu'il y avait potentiellement un traitement, et à parler du vaccin. Donc le vaccin arriverait, et on voit à quel point, d'ailleurs, les personnes se précipitent pour aller se faire vacciner. Ils prennent des rendez-vous, alors c'est compliqué parce que ça ne fonctionne pas, les centres qui doivent se mettre en place ne se mettent pas en place, encore une fois. On crée une pénurie pour peut-être faire augmenter la demande. Tout à fait. Et c'est le Graal, c'est-à-dire que le vaccin est devenu le Graal qui va ouvrir toutes les portes. Et on entend parler de ce passeport vaccinal, et on entend parler de la seule possibilité d'accéder aux lieux publics, ou lieux accédant, permettant au public d'accéder, que ce soit, j'allais dire, les musées, les théâtres, que ce soit les restaurants, que ce soit... Vous allez pouvoir monter dans un avion bientôt que si vous êtes vacciné. Donc ceux qui ne seront pas vaccinés seront des citoyens de 5e zone ? On serait un peu complètement, qui vont être totalement stigmatisés, et des citoyens, on évoquait la liberté très largement tout à l'heure, mais l'égalité, elle sera où ? Il y a quand même des personnes aujourd'hui qui n'ont pas, il y a encore quelques personnes qui n'ont pas de smartphone, ou, etc. Donc comment imaginer que progressivement, la liberté de circulation sera liée très directement à l'immunité qu'on nous vend, parce que cette immunité réelle suite au vaccin,
c'est un leurre total. C'est une immunité synthétique, enfin en tout cas. Oui, et par rapport à des variants en plus qui sont permanents. on sait tout à fait que déjà la grippe, il fallait vacciner chaque année puisque la souche était différente. Là, on a des souches. Alors peut-être que ce mécanisme d'ARN messager permettra de traficoter des vaccins différents, etc. C'est ce qui nous est vendu par les laboratoires eux-mêmes, parce que cette étude, enfin en tout cas, il n'y a encore une fois pas eu d'études qui ont démontré l'efficacité réelle, l'immunisation réelle, etc. C'est que la vente qui a été extrêmement bien faite par les laboratoires eux-mêmes. C'est du déclaratif. C'est-à-dire que sur du déclaratif des laboratoires eux-mêmes, se base pour prendre une décision politique. Oui. Qui est absolument terrible, parce qu'on aura en effet, nous ne serons plus égaux, enfin si on devait aller vers ça. Ouais. Alors le gouvernement se défend de la vaccination obligatoire et se défend par rapport au passeport vaccinal. Il y a pas mal de parlementaires qui poussent dans ce sens-là. Donc moi, je les regarde de façon très... Je m'interroge sur le fait qu'aujourd'hui, notre trépied de la République, liberté, égalité, fraternité, elle va disparaître totalement. Enfin, ces valeurs-là, où passent ces valeurs? Parce que interdire à certaines personnes l'accès à certains lieux publics sous prétexte qu'ils ne seraient pas vaccinés, c'est absolument scandaleux. On rentre dans un nouveau paradigme assez dangereux. Alors justement, on va finir assez vite cet entretien parce qu'il nous reste très peu de temps, mais il y a encore 2-3 questions très importantes que je voulais vous poser, dont celle-ci qui est dans la continuité de notre dernier échange, là, c'est-à-dire vous parliez de cette culpabilisation des Français. Ça me rappelle un article paru sur le site de France Bleu pendant le premier confinement. Ces fameux cabinets de conseil du gouvernement qui étaient là pour piloter et pour aider à la communication du gouvernement sur la stratégie du confinement et du déconfinement. Il y a eu entre autres Bain & Co. Et on se souvient, en tout cas, je me souviens très bien, on le remettra en lien dans la description de cet entretien, que la plupart des conseillers de l'exécutif soulignaient l'intérêt et l'importance de faire porter la culpabilité sur les Français pour faire accepter le confinement. Donc tout de suite, ça m'a fait tilt. C'est-à-dire qu'il y a une stratégie de communication qui était bien en place, et ce n'est pas un hasard justement si les Français aujourd'hui se sentent coupables de quelque chose dont ils ne sont pas responsables. Et ça vient à cette question, sommes-nous dans une ingénierie sociale? Je vous dis ça parce que récemment, on a appris, c'est plus du tout un secret, que maintenant c'est le cabinet de conseil McKinsey qui est payé par l'État pour mettre en place cette stratégie vaccinale. Est-ce qu'on est entouré de conseillers en communication privés qui pilotent ce pays, finalement, pour faire porter la responsabilité sur les Français? Est-ce que c'est une stratégie qu'on pourrait nommer d'ingénierie sociale? On pensait par exemple à ce fiasco. Est-ce que c'est vraiment un fiasco, cette campagne de vaccination? Ou est-ce que c'est pour créer une plus forte demande? Est-ce que ce n'est pas un élément de langage voulu et martelé de parler de vaccination alors qu'on est plutôt dans une thérapie génique? Est-ce qu'on est encore libre dans ce pays? Et qu'est-ce que vous pensez de l'ingénierie sociale? Ce qui est en effet qui est très curieux et là aussi tout à fait scandaleux, c'est que l'Élysée s'entoure de sociétés privées pour avoir des conseils. Vous n'avez pas cité McKinsey, mais on sait que dernièrement, voilà, c'est vraiment eux qui pilotent, et on sait à quel point, je veux dire, ces sociétés sont gourmandes financièrement. Donc vraiment, pour moi, c'est un scandale parce que l'État, ce sont les impôts des Français, et quand on met en parallèle, en effet, tout l'accompagnement qui pourrait être fait sur des politiques sociales réelles, là, il y a vraiment 2 poids 2 mesures. Et comment accepter aujourd'hui que ces sociétés privées aient toute leur place à l'Élysée et qu'à côté de ça, on a en plus un conseil de défense.
Conseil de défense qui est particulièrement obscur, parce que c'est par la définition qui dit Conseil de défense, dit que rien n'en sort, que c'est secret. Pas de responsabilité pénale. Exactement, on ne sait même pas qui y participe, on imagine, hein, à côté du président, le ministre de la Santé, le Premier ministre, différents d'autres ministres, mais qui d'autres? Est-ce que ce sont ces sociétés privées qui ont là leur bonne place à côté du président dans ces réunions? Véritablement, ça interpelle. Ce n'est pas l'image d'une démocratie. Et si, en effet, vous avez dit que si c'était pour dédouaner tout ce petit monde sur le plan pénal, c'est encore pire. Hein. C'est vraiment encore pire. Donc, ingénierie sociale, encore une fois, je la constate, parce que ce qui est en train de se passer ressemble parfaitement à ça. Je n'irai pas sur le terrain de dire qu'elle a été voulue dès le départ. Véritablement, non. Moi j'allais dire mon hypothèse, c'est véritablement une telle incompétence réelle qu'aujourd'hui, d'abord, il y a une incapacité à ceux qui nous gouvernent de reconnaître leurs erreurs et de dire à un moment, réfléchissons différemment. Cette marche en avant aujourd'hui de cette stratégie vaccinale qui est dans un contexte de privation de liberté, etc., c'est la recette qui est imposée à la France depuis un an et on ne voit pas pourquoi ils en changeraient, sauf à reconnaître qu'ils se sont trompés, ce qu'ils sont totalement incapables de faire. Justement, en psychiatrie, est-ce que ça porte un nom de ne jamais pouvoir se remettre en question, de ne prendre jamais du recul et sa part de responsabilité? Alors ça porte un nom. Alors j'ai beaucoup de respect pour les patients qui sont en difficulté psychique. Donc j'aime pas trop faire rentrer des mots particuliers de diagnostic dans le langage commun et coller une étiquette. Mais alors, vous me posez la question, donc je vais quand même me l'autoriser. Et vraiment, il ne s'agit pas de stigmatiser la psychiatrie, mais je pense qu'aujourd'hui, on est face à un état totalement psychotique, véritablement psychotique, qui est dans cette espèce de marche en avant de la vérité unique, sans à aucun moment accepter qu'il pourrait y avoir une voie différente. Et j'en viens à, peut-être, si vous m'autorisez, à parler de la quatrième voie, parce que notre collectif Laissons les médecins prescrire a proposé cette quatrième voie du traitement précoce, parce qu'on avait le dépistage, le traçage, l'isolement, mais il n'y avait toujours pas le trépied, le quatrième élément qui est la thérapeutique. Donc on a écrit un manifeste des libertés qui aujourd'hui a quasiment été signé par 100 000 personnes avec vraiment beaucoup de médecins et de soignants. On peut retrouver sur le site de Laissons les médecins prescrire? Tout à fait, sur le site stopcovid19.today, site qui est en permanence hacké, qu'on essaye de supprimer, etc. Mais vous pouvez le trouver. Vous pouvez taper aussi manifeste-liberté.org. Là, vous pouvez aller véritablement lire ce qu'on a mis. Les liens dans la description. Tout à fait. Ouais. Et surtout aussi, puisque nous sommes tous les collectifs réunis le 9 janvier, nous avons fait ce qu'on a appelé l'appel du 9 janvier. Donc que ça soit avec Louis Fouché, Réinfo Covid, que ça soit donc Laissons les médecins prescrire, que ça soit d'autres collectifs, Chronilime, des collectifs, encore une fois, qui font des médecins qui accompagnent leurs patients par une médecine extrêmement bienveillante. Et il y a un collectif qui s'appelle Asie, trop d'hospitalisation, donc c'est un jeu de mots, mais en effet, il y a eu trop d'hospitalisation. Et je rends hommage aux soignants, l'hôpital public n'a pas suffisamment de moyens, mais avec toute la gabegie, et j'en discutais hier en commission des affaires sociales avec Moscovici, parce que dans son rapport, il pointe le millefeuille des décisions publiques qui emmènent complètement à une gabegie financière, la gabegie des tests. 4 milliards ont été dépensés pour moi de façon tout à fait inutile, et avec ces 4 milliards, on aurait pu faire 6 ou 7 CHU en France. Donc cet appel du 9 janvier, c'est
un rassemblement très cohérent de l'ensemble des collectifs. Nous souhaitons, et premier objectif, c'est de mettre un conseil scientifique indépendant en France qui pourra apporter des recommandations scientifiques solides qui viendra contrebalancer le comité scientifique qui existe aujourd'hui aux côtés du gouvernement. Indépendant, j'insiste, parce qu'il faudra que ce soit des personnes qui n'auront aucun lien d'intérêt, conflit d'intérêt avec les laboratoires pharmaceutiques. Ça va changer du conseil scientifique actuel, en tout cas, complètement, qui est assez lié, et beaucoup de médias ont fait le job. En termes de conflit d'intérêt, on parle de plusieurs centaines de milliers d'euros pour certains. Donc le cumul est assez astronomique. Après, encore une fois, tout cela devrait être contrôlé. C'est-à-dire que les médecins qui ont des liens d'intérêt, et pour ceux qui ont encore plus, déclarent quand même à l'ordre des médecins leurs liens d'intérêt. Est-ce que l'ordre des médecins, aujourd'hui, fait son travail réellement? Petit aparté sur le rapport de la Cour des comptes sur le fonctionnement de l'ordre national des médecins, c'est très inquiétant, très inquiétant. Donc il faudrait en effet que là aussi, il y ait des instances d'évaluation et de contrôle qui fassent leur travail. Donc là, je ne suis pas du tout en train d'excuser les médecins qui sont liés au labo, mais je veux dire que tout cela n'a jamais été contrôlé toutes ces dernières années dans notre pays. Ouais, on sent qu'il y a une lacune énorme là-dessus. On va finir très vite, mais il y avait deux dernières questions. La première qui est liée à ce que vous disiez sur ce collectif de coordination santé libre, auquel on a assisté donc, à cet appel du 9 janvier, effectivement, où vous étiez présente en compagnie de Violaine Guérin ou du sénateur Alain Houpert, entre autres. Les prochaines étapes de ce collectif sont lesquelles ? Nous allons à nouveau nous réunir soit fin janvier, soit tout à fait début février, donc c'est vraiment incessamment sous peu, et faire une grande conférence de presse pour annoncer en effet les noms des membres de ce conseil scientifique et surtout pour apporter, parce qu'il y a déjà la cellule thérapie qui travaille, la cellule chiffre, la cellule vaccin, et pour apporter déjà très concrètement des propositions à l'ensemble des Français. Dernière question, et ça concerne justement les parents d'écoliers, justement les campagnes de tests PCR qui ont débuté dans les écoles. Beaucoup de parents sont inquiets et sont contre. Est-ce que le corps des enfants est-il la propriété des parents, si on peut dire ça comme ça, ou de l'État ? Qu'est-ce que vous conseillez aux parents qui refusent qu'on pratique ce test médical à leurs enfants ? Alors, il se trouve que je suis aussi la présidente de la sous-commission des enfants au Conseil de l'Europe. Et il y a une convention internationale du droit des enfants, et il y a une déclaration en France qui concerne le droit des enfants. Tout cela permet de dire devant la loi que les enfants ont des droits. Et ils ont surtout un droit fondamental que celui d'être protégé. Donc un mineur doit, devant la loi française, être protégé avant tout par ses parents. Donc en discutant là aussi avec des hommes de droit, et notamment Réaction 19, nous avons proposé aux parents un formulaire pour qu'ils puissent anticiper et on va dire signer et déclarer très clairement auprès des structures scolaires, qu'elles soient publiques ou privées, le fait qu'ils seraient contre que leurs enfants soient testés sans leur accord. Et après, on voit poindre tout de suite la possibilité que les enfants soient vaccinés à l'école sans que les parents soient d'accord. Il y a déjà ce qui est imposé aux enfants et qui, pour moi, pose énormément de problèmes en matière de santé et en matière de développement de l'enfant, qui est le port du masque en permanence. C'est absolument
terrible parce que certains enfants ne souhaitent plus aller à l'école, porter un masque et comment voulez-vous aller vers de l'apprentissage du langage et de l'écrit d'ailleurs sans pouvoir voir le visage du professeur des écoles, c'est absolument et tous les retards dans le développement de la cognition. Mais bien sûr, absolument. Et là aussi, on a plusieurs pédiatres, pédopsychiatres qui ont déjà écrit sur le sujet. Donc là aussi, je me questionne, en tout cas, je souhaiterais d'arrêter ce port du masque, que soit arrêté ce port du masque obligatoire. Mais réellement, j'encourage tous les parents, alors je l'ai déjà publié sur les réseaux, mais Réaction 19 le met aussi à disposition, de charger ce formulaire et d'anticiper auprès, encore une fois, des directeurs d'école, des directeurs d'établissement, le fait qu'ils ne sont pas d'accord que leurs enfants se fassent tester. À l'aune de tout ce qu'on vient de se dire, est-ce que vous qualifieriez ce qu'on vit actuellement en France comme une dérive sanitaire ou une dictature sanitaire ? Véritablement une dictature sanitaire, c'est-à-dire que l'état sanitaire qui s'est imposé au monde entier aurait dû être tout à fait relativisé. On vit depuis de nombreuses années avec des coronavirus. Il y en a d'autres sans doute, ou d'autres maladies qui vont apparaître. Si le taux de mortalité avait été à la hauteur dramatique de celui d'Ebola, cela aurait justifié toutes ces mesures, mais ce que nous sommes en train de vivre avec un taux de mortalité, n'oublions pas d'abord qu'il est faible, ensuite la moyenne d'âge des personnes qui ont perdu la vie, c'est malheureux, mais c'est quand même 84 ans. Donc ce que nous sommes en train de faire subir à la société est tout à fait disproportionné et oui, on peut parler de dictature sanitaire. Alors, on est impatient de voir justement le résultat des travaux de votre prochaine réunion du collectif Coordination Santé Libre et de ce nouveau conseil scientifique citoyen et indépendant. On ne manquera pas de relayer tous les éléments que vous aurez à disposition. On va remettre tous les liens justement dans la description pour que les gens puissent consulter cet appel du 9 janvier, le site de Laissons les médecins prescrire, Réinfo Covid, Réaction 19. Et on vous remercie Martine Vonner pour le temps que vous nous avez donné, votre combat politique. Et puis on vous dit à très bientôt, très certainement pour cette première conférence de presse lors de la constitution de ce conseil scientifique. Merci beaucoup. Et alors rendez-vous sur le site de l'Assemblée nationale dès cet après-midi parce qu'il y aura des débats sans doute tendus à propos de l'état d'urgence sanitaire et de sa prolongation. Je vous remercie. Martine Vonner, merci beaucoup.